Hello tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode spécial. Aujourd'hui, toujours pas d'histoire de poids, mais la suite de mon expérience. Comme vous l'avez vu dans l'épisode précédent, j'ai entamé une grosse perte de poids en faisant de la merde, en me mettant en danger, comme beaucoup malheureusement le font dans les sports de perte ce poids qui les fait tant souffrir. Dans cet épisode, je vous partageais tous les effets négatifs que cela a engendré malgré une perte de 7 kilos en un mois et quelques jours, illustrant bien ce que je vous répète souvent, perdre du poids, oui, mais à quel prix ? Je n'ai pas stoppé mon aventure, mais cette fois, je l'ai fait de la bonne manière. Du moins, d'une façon qui me correspond pour l'instant. Et je dis bien pour l'instant, ça a son importance. Et les résultats continuent puisque j'ai perdu 2,5 kg en un mois, mais cette fois, c'est une excellente perte de poids. J'y reviens plus tard. Ce deuxième épisode n'était pas prévu pour tout de suite normalement, mais il s'est passé une drôle de chose. J'ai été très attiré par la salle de sport. Oui, la salle de muscu. Pourtant, je me cite, je me vois pas aller courir devant un mur ou soulever bêtement des poids. Oui, là, il y en a certains qui ont envie de me tuer, vraiment, à coup de poids, finalement. Une envie très étrange, après une relation très toxique avec la salle, qui peut-être m'a fait avoir ce genre de pensée jugeante précédente un peu nulle. Je vous en parlerai dans un épisode d'Histoire de poids, mais il y a 6-7 ans, j'allais à la salle pour ressembler à... Et là, je viens de me rappeler que je voulais ressembler à Kevin Miranda, je crois, acteur de Hollywood Girl. Oui, huez-moi une deuxième fois. Et cette fois-là, j'ai fini, en plus de m'affamer et de faire des crises d'hyperphagie réactionnelles, par y aller 2 fois par jour à cette salle de sport. Bigorexie, bonjour. Bref, pourquoi cette envie d'aller à la salle d'un coup ? Mon corps a eu envie de bouger. Je l'ai vraiment ressenti comme ça. Totalement normal après cette longue période de down sur le canapé. La course 2 fois par semaine ne suffisait plus et j'ai vraiment ressenti un besoin supplémentaire de bouger. Un énorme besoin de quitter mon chez-moi aussi, parce que c'est dur de bosser de chez soi tout le temps, enfermé, ne voir personne à part toujours les mêmes murs, la même déco, sachant que mon appartement n'est pas très décoré. Et j'ai eu envie d'une activité qui me ferait voir du monde et sortir. Un peu con, vous allez me dire, parce que le gars veut sortir mais s'enferme à la salle de sport. Pour ma défense, y a du chemin entre chez moi et la salle est très joliment décorée. Bref, et surtout, j'ai un objectif sportif. Une course très longue, bien plus difficile qu'un 10 km que je fais maintenant assez facilement, sauf que mon corps ne suit pas. Il souffre, les genoux, le dos, et conseil de l'ostéo, il va falloir muscler et renforcer tout ça. Un argument de plus pour retenter la salle de sport. Alors, je vais pas vous dire le contraire, ça m'a fait peur au début. J'ai d'ailleurs choisi une salle de sport où il n'y a pas grand monde. On doit être 10 sur 3000 m². Le regard des autres, mon propre regard, à moi surtout, et le retour des pensées d'avant. Spoiler, tout s'est bien passé, personne ne m'a regardé, même pas mon crush. Bon, c'est pas très grave, j'y vais pour le sport finalement. Pour cet objectif de renforcement musculaire, je vous avoue que j'ai directement pensé à une prise de masse à l'ancienne de musculation. Mais après avoir demandé conseil à Antoine Fonbonne, qui vient de sortir un super bouquin d'ailleurs, Muscu, Action et Vérité, aux éditions First, un livre qui est intelligent, bienveillant, qui est stimulant aussi, Antoine m'a orienté vers quelque chose de plus judicieux pour la course à pied. Sachant que le petit man de banane était un peu grassouillet suite à sa période de dépression, il ne semblait pas pertinent de conserver ce gras et en plus de prendre du muscle, sachant qu'une prise de masse en général entraîne une prise de gras supplémentaire. Donc là, l'idée étant de s'alléger pour mieux courir, c'était peut-être pas judicieux. Donc là, la recomposition corporelle était donc la méthode la plus indiquée. Alors j'ai joué le jeu à 200%, encore une fois pour l'expérience et ce podcast, pour voir encore une fois ce que la rigidité peut entraîner. Spoiler, cette fois, il y a 70% de positif, contrairement à ce que j'ai fait dans le premier épisode. Alors commençons, la recomposition corporelle, c'est quoi ? Déjà commençons par le commencement, la composition corporelle. Kesako. Alors, vous le savez, je vous le dis souvent, le poids affiché sur la balance ne sert à rien car il ne raconte rien, en plus de ne pas vous définir. Ça, je le répéterai jamais assez. Tout comme l'IMC, d'ailleurs, qui veut tout et rien dire. La composition corporelle, en gros, c'est la totalité de nos
La composition corporelle, finalement, c'est la totalité de nos différents compartiments, entre guillemets. L'eau, les muscles, les os, la graisse viscérale, les organes, etc. Pour avoir cette composition corporelle, on monte sur une balance à impédance-métrie de qualité, s'il vous plaît. Les balances que vous achetez dans le commerce ne sont pas fiables du tout. C'est pour ça qu'il faut consulter un diète où il y a certainement dans vos salles de sport une balance qui fait ce taf-là. Cette composition, elle varie d'un individu à l'autre, donc ne vous comparez pas, ça ne sert à rien, et elle varie selon de multiples facteurs génétiques, et elle varie même au sein des mêmes familles, à cause des hormones, de l'hygiène de vie, etc., etc. Je reviens à notre IMC, qui ne veut pas dire grand-chose, tout simplement parce qu'une femme, prenons une femme d'1m70 pour 80 kg, j'ai la flemme de calculer l'IMC, on pourrait lui dire qu'elle est en surpoids. Deux cas, une femme d'1m70, 80 kg, qui va avoir une masse grasse supérieure à sa masse musculaire, effectivement sera considérée en surpoids. Par contre, une femme qui fera 1m70 pour 80 kg, dont la masse musculaire est plus importante que sa masse grasse, ne sera pas en surpoids. Elle sera juste composée d'une façon différente. C'est pour ça que l'IMC ne veut pas dire grand-chose. Chabal, il n'est pas obèse, il est juste super baraqué. Voilà pour cette explication. La recomposition corporelle, en fait, elle vise à modifier ces compartiments, c'est-à-dire réduire le taux de masse grasse et augmenter le taux de masse musculaire. Oui, c'est possible de faire les deux en même temps. Et bonne nouvelle pour moi, n'étant pas trop sec, donc ayant quand même pas mal de masse grasse, je suis un peu le candidat idéal, d'où les très bons résultats. Et mes résultats ne valent que pour moi. Rappelez-vous, on est tous uniques. J'insiste. J'ai donc repris mes calculs savants. Alors finito l'enfer du déficit de 1000 calories par jour pour perdre 1 kg par semaine comme dans la première expérience. Là j'ai calculé mon métabolisme de base qui est toujours le même, parce que il ne change pas non plus des masses, sauf immense changement corporel. Ce métabolisme de base, donc je rappelle, c'est l'énergie qu'on dépense au repos strict, vraiment en mode légumes. Je l'ai multiplié par un coefficient d'activité qui correspond à mon activité, donc ici de la marche pour sortir du jaune, etc., plus un entraînement par jour en moyenne, et j'ai donc obtenu mon besoin calorique de maintien. Pour pouvoir perdre du gras, vous le savez, il faut un déficit calorique. Donc j'ai fait un déficit qui est un peu élevé, de 15% à 20%, sachant qu'un déficit calorique de 200 calories, c'est déjà très bien. Mais je voulais y aller à fond, encore une fois. Voici la base. Donc j'ai mon total calorique de déficit, parce que je répète, pour perdre du poids, il faut un déficit calorique, soit en mangeant moins que de nos besoins, soit en dépensant plus que ce qu'on apporte. Voilà. Et ensuite, les calculs continuent. Alors, je précise que je ne donnerai pas mon nombre de calories, le nombre de protéines, etc. Parce que, encore une fois, j'insiste, je suis moi, vous êtes vous. Il n'y a aucun intérêt à suivre la même chose que moi. Il n'y aura pas les mêmes résultats. Bref, les calculs continuent. Pour maintenir la masse musculaire, on conseille, pour les protéines, 1,6 g par kilo et par jour. C'est-à-dire que si vous pesez 70 kg, il vous faut 70 fois 1,6 est égal 112 g de protéines par jour. Moi, pour favoriser ma croissance musculaire, je suis monté à 1,8 g par kilo. Oui, contre effectivement 0,8 à 1,1 g très souvent conseillé dans la population générale. La question qui va sans doute revenir, mais c'est pas dangereux. Non, une quantité qui est adaptée à nos besoins n'est pas dangereuse. Par contre, oui, effectivement, si je mange 1,8 g de protéines par kilo et par jour alors que je suis complètement sédentaire, oui, là, je risque de surcharger mes reins. Alors, je fais beaucoup travailler mes reins aussi, mais j'ai aussi multiplié ma consommation d'eau par 2 ou 3. Mais là, les protéines sont utilisées pour reconstruire les fibres musculaires que je détruis à la salle, etc. et pour favoriser la croissance musculaire. Donc, pas de danger. Par contre, il y a un premier point négatif. C'est dur de manger autant de protéines. Là, parfois, si on prend l'exemple du poulet, très cliché, je dois manger 250 grammes de dinde, par exemple, pour avoir un bon apport, sachant que je fais 5 repas par jour. C'est compliqué, honnêtement ça passe pas, mécaniquement j'ai plus faim, j'en peux plus, ça m'écœure, etc. Donc j'ai dû prendre de la protéine en poudre et ça a un coût ces petites choses. Tout comme
les vraies matières brutes. Coucou la viande hachée à 9,90, les 500 grammes, merci l'inflation, hein, tout ça. Mes courses ont été multipliées par 1,8. Enfin, je paye 1,8 fois plus cher mes courses par rapport à d'habitude. J'ai calculé ça sur la base de 4 tickets de caisse. Oui, j'ai fait les choses bien. Oui, tout à fait. Pour le positif de ces protéines, rien de nouveau particulièrement parce que j'étais déjà à 1,6 g de protéines par kilo la dernière fois parce que la seule exigence que j'avais c'était de pas trop perdre de muscles, déjà j'en ai pas beaucoup et que les muscles sont importants, enfin les protéines etc, les muscles sont importants pour l'immunité etc. Mais par contre je vois que je suis encore moins fatigué malgré 5 à 6 séances de sport par semaine. What? Mais c'est fou. Oui, mais c'est pas forcément positif, on va le voir plus tard. Mon moral est meilleur, j'ai une motivation et une humeur qui sont au top. Ça c'est dû à la salle de sport, aux endorphines, à la sérotonine, mais aussi aux sorties de chez moi hein, qui me font du bien au moral, mais aussi à la quantité de sérotonine et à la dopamine apportée par le tryptophane et la tyrosine que je retrouve dans mes sources de protéines. Et qui m'aide justement à réguler mon humeur et ma motivation. J'ai également beaucoup moins de fatigue musculaire malgré les nombreux entraînements et je récupère très très vite. Pour les lipides, donc le gras, j'ai fait attention cette fois à avoir 1 g par kilo de poids. Donc admettons vous faites 70 kg, ça veut dire que vous avez besoin de 70 grammes par jour. Rappelez-vous, je vous disais la dernière fois que comme Chandler Bing, j'étais devenu mou de la chic en diminuant drastiquement les lipides. Alors pour rappel, un manque de lipides a une incidence sur les règles, pour les personnes qui ont leurs règles, et du côté des hommes, ça a une incidence sur la testostérone et donc la puissance sexuelle, c'est si moche ce mot, et sur la libido, hommes et femmes compris d'ailleurs. Ça peut aussi avoir une incidence sur le métabolisme, parce que qui dit moins de testostérone dit moins de construction musculaire, donc possiblement une perte aussi et donc une diminution du métabolisme, donc très important. Et bien là, je peux vous dire qu'avec tout le gras et notamment les œufs riches en cholestérol, précurseurs de testostérone que je m'enfile, ça va beaucoup mieux et que je me transforme même en beauf. Je dis bien beauf et pas bœuf. Vraiment, hein, j'enchaîne blague sur blague sur blague de cul, Popol se porte mieux. Bref, gênance, le retour. Passons. Ma concentration est au top aussi parce que je fais attention à avoir suffisamment d'oméga 3, aussi pour le côté anti-inflammatoire et prendre soin de mes articulations notamment qui reçoivent pas mal parce que passer de pas grand chose à 6 fois de sport par semaine c'est très rude, ce n'est pas à faire, on en reparle encore une fois plus tard. Mon transit est également amélioré, ça glisse tout seul. Jérémy, qu'est-ce qu'on a dit ? C'était la dernière fois promis, je crois. Pour les glucides. Les glucides. Les grands oubliés de la dernière expérience. Comme je vous le disais, j'ai eu faim, mais tellement faim. Aujourd'hui, c'est plus le cas, car je mange beaucoup de glucides, puisqu'ils représentent le reste de mon total calorique. Une fois qu'on a additionné les protéines, les lipides, il ne reste plus qu'à calculer les glucides qui représentent le reste, donc soit un tout petit peu moins que la moitié de mes calories, donc ça fait quand même beaucoup de place pour les féculents, ne les oubliez pas. Parmi les effets positifs, je n'ai pas faim. Alors sauf après le sport, normal, parce que j'y vais à 200%. Donc vu que je dépense plus d'essence, je dois en remettre plus vite. Rappelle, les glucides, le glucose, c'est notre carburant numéro 1. La faim est donc un signal de ce manque d'énergie. Et donc qui dit plus d'entraînement, dit plus de besoins, etc. etc. La faim, j'insiste, ne me hante plus, je dors comme un bébé. Alors déjà parce que je suis claqué de ma journée, mais les féculents le soir, en plus de m'assommer par le petit pic de glycémie, permet à la sérotonine que je produis de se transformer, alors c'est très vulgarisé, en mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc je dors vraiment comme un bébé, j'ai rétabli mon rythme de sommeil, c'est incroyable. Bref, enfin, revenons aux envies de sucre qui avaient totalement disparu. C'est toujours le cas, j'ai pas envie de sucre, de bonbons, de gâteaux, alors je ne crache pas sur une pâtisserie, mais j'ai pas d'envie plus, comme je pourrais pu avoir envie d'un paquet de cookies tellement j'étais en manque de sucre, et comme je vous disais, c'était pas vraiment le cas. J'ai plus envie, plus besoin, tout simplement parce que j'en mange suffisamment de ces glucides.
et que l'activité physique régule aussi la glycémie. Mais dites-vous bien que les personnes qui ne mangent pas assez de glucides compulsent. Les compulsions sont dues à ça, 80% du temps. Une personne qui n'a pas assez eu de glucides pendant la journée, son corps va forcément réclamer son dû et c'est totalement normal. Là, le fait d'en avoir à chaque repas et suffisamment fait que mon corps ne m'envoie plus des messages d'urgence et tout se passe pour le mieux. Là, la question qu'on pourrait me poser, c'est « Ouais, mais comment ça se fait que tu n'as pas faim alors que tu es en déficit ?» Alors, comme je disais, le déficit, déjà, il n'est pas important, il est beaucoup moins important que la première fois. J'ai également des réserves, comme je vous disais, que le bilan d'impédance-métrie a montré que j'étais quand même pas mal gras. Quand on a du gras en plus, on a moins faim parce qu'il y a des réserves. Alors attention, ça ne veut pas dire que les personnes grosses n'ont plus le droit de manger et qu'elles comptent que sur leurs réserves. Ça ne fonctionne pas comme ça, vous méritez de manger, il n'y a pas de droit à manger, vous êtes légitime de manger. Manger ne se mérite pas, j'insiste bien. Ça marche aussi pour l'autre sens, les personnes qui ont par exemple souffert d'anorexie, qui se sont restreints et qui sont très maigres, vu qu'il n'y a pas assez de tissu adipeux, donc de gras, le corps va envoyer beaucoup plus de signaux pour refaire des réserves et se rapprocher du poids d'équilibre. Ça marche vraiment dans les deux sens. Et aussi, pour pouvoir manger tout ce que je dois manger, je suis obligé de manger 5 fois par jour, donc 3 repas principaux et 2 collations. Ça me laisse pas trop le temps d'avoir faim. Ça plus le travail où j'y pense un peu moins. Donc vraiment là-dessus, tout se passe bien. Là, beaucoup vont se dire « What ? Il mange 5 fois par jour et 2 fois plus qu'avant et il perd encore du poids ?» Eh bien oui. Et en plus, j'ai perdu 4,4% de masse grasse, ce qui est incroyable. Alors, c'est pas incroyable type bravo, c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est, je pense, même trop. Alors, n'étant pas spécialiste des pertes de poids phénoménales, etc., vous savez que mes méthodes sont beaucoup plus douces, pérennes dans le temps, etc., je sais pas si c'est trop ou pas, mais en tout cas, c'est énorme. Vraiment. J'ai pris du muscle aussi, alors de façon très très modérée. Voilà, j'ai pris 100 grammes dans les deux bras et puis j'ai pris 180 à 200 grammes dans chaque jambe. J'ai un peu perdu dans le tronc parce que j'aime pas trop faire les abdos. Dans mon circuit, il y a quand même les abdos qui sont engagés, mais pas suffisamment. Donc on a changé le programme. Bref, c'est notre histoire. Mais globalement, j'ai perdu du gras et j'ai pris du muscle. Donc objectif rempli. Je rappelle quand même que, à contrario de la première expérience où j'avais perdu beaucoup, je ne graillais rien, j'avais tout le temps faim et j'ai surtout, je pense, perdu beaucoup d'eau. Du gras, beaucoup de gras parce que le gras était récent suite à ma dépression, mes crises d'hyperphagie réactionnelle. Hyperphagie qui a disparu, vous le voyez, là j'ai plus de crise, tout simplement parce que je mange suffisamment, il n'y a plus de carence, les émotions, tout va bien, etc. C'était facile à perdre. Et j'ai certainement dû perdre du muscle aussi parce que 7 kilos en un mois et une semaine, c'est chaud quand même. Donc j'ai certainement dû en perdre un peu. 2 infos importantes. L'une concerne le métabolisme. Beaucoup m'ont demandé suite au premier podcast « Non mais tu vas pas flinguer ton métabolisme à faire comme ça ?» Alors non. Déjà l'expérience était trop courte. Alors quand je dis ça, ça veut pas dire que vous pouvez faire un truc ultra drastique et qu'il va rien se passer. Je vous ai, je pense, suffisamment donné tous les effets négatifs qu'il y avait. Mais surtout que ça soit trop long ou trop court ou que sais-je, le métabolisme ne se bloque pas, c'est une légende urbaine. Quand on fait ce qu'il faut, et souvent vous avez du mal à faire ce qu'il faut parce que vous avez peur de remanger, quand on fait ce qu'il faut et notamment quand on remange, il repart très vite. La to-do list, je vous la donne très rapidement, ça peut être bien de se faire accompagner pour rétablir tout ça. C'est dormir 8 heures minimum, gérer son stress, manger mieux et pas trop moins, ça veut rien dire mais vous m'avez compris, donc du coup manger suffisamment, notamment des protéines et suffisamment de protéines parce que l'effet thermique des aliments, notamment des protéines, est élevé, c'est-à-dire qu'on brûle beaucoup plus d'énergie quand on mange des protéines que quand on mange des légumes, donc ça brûle des calories de manger, ça on ne dit pas assez, et il faut aussi une activité physique, de préférence du renforcement musculaire, car plus on va être musclé, sans être Schwarzenegger j'insiste, plus on va dépenser de l'énergie au repos. Quand vous faites une activité cardio, en fait, vous dépensez de l'énergie, le métabolisme s'active, mais il rediminue aussi sec. Donc, il vaut mieux privilégier le renforcement musculaire au cardio dans ce cas-là. Et pour avoir les résultats dont je vous parle, j'ai coché toutes ces cases. J'ai vraiment tout donné. C'était beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et j'insiste là-dessus, je ne vais pas tenir ça longtemps.
Vraiment, c'est trop de choses, c'est trop de temps. C'était vraiment pour l'expérience, je vais réduire, mais ça, on en parle juste après. La question, encore une fois, c'est voilà, mes résultats, je les veux, mais à quel prix? On y revient toujours. La deuxième information, elle est super importante, elle concerne surtout les femmes. L'objectif d'une recomposition corporelle n'est pas de supprimer tout le gras. Le gras est utile, il est vital. Le gras, considérez-le vraiment comme un organe. Surtout chez les femmes, comme je disais, c'est pourquoi elles ont souvent plus de masse grasse que les hommes. Ça permet notamment de maintenir une bonne activité hormonale. Les personnes qui souffrent d'anorexie, par exemple, qui n'ont plus un pec de gras, elles n'ont plus leurs règles, etc. Pour une de ces raisons, elles ont tout le temps froid parce que le tissu adipeux joue le rôle de radiateur, de régulateur, on va dire. Le gras protège les organes, etc., etc. Il n'est pas nocif, c'est l'excès de graisse et notamment l'excès de graisse viscérale qui va être pas bon pour la santé. La recomposition corporelle vise notamment à réduire la graisse viscérale également. J'ai notamment perdu 0,2 litres de graisse viscérale en un mois. Donc voilà. Revenons à nos calculs. Vous devez vous dire, mais comment il a fait pour calculer tout ça? J'ai dans un premier temps fait un plan alimentaire qui était trop rébarbatif. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de tester ces applications très connues de comptage de calories et de macronutriments. Parce que vous doutez bien que si vous comptez vos calories mais que vous ne comptez pas les 1,8 g de protéines, 1 g de lipides, la recomposition corporelle, elle se fait pas. Notamment si vous mangez peu de protéines, on perd du muscle, on diminue le métabolisme, on ne va pas perdre trop de gras, etc. etc. Donc j'ai calculé, c'était très barbant, très boring. Je pense que j'ai perdu 5 heures de ma vie sur un mois. Après, le fait de compter, j'insiste bien, parfois on peut contrôler et c'est bénéfique. Le fait de compter ou d'avoir un plan permet aussi de se rendre compte de tout ce que l'on doit manger. Moi, ça m'a permis de me rendre compte qu'avec l'alimentation plus intuitive, il me manquait pas mal de choses. Déjà, quand on a un objectif sportif, je vous arrête tout de suite, l'alimentation intuitive, c'est pas trop conseillé. L'alimentation intuitive ne permet pas notamment d'avoir suffisamment de protéines. Donc voilà, le plan alimentaire ou le comptage peut aider. C'est pas une vie de le faire toute sa vie. Après, il y en a qui le font très bien. Il faut accepter cette information-là. Il y a des personnes qui aiment contrôler et on est dans un contrôle sain. On n'est pas dans l'obstination maladive. Il y a des personnes qui aiment contrôler et ça les dérange pas. Et il y a des personnes qui ne supportent pas ça et c'est totalement ok. Voilà, c'était la petite parenthèse. Moi, en tout cas, je me vois pas compter. Donc là, je m'entraîne à faire mes petits plats, voir mes quantités, etc. Et après, ça sera à l'œil pour gagner du temps. Le fait de faire mes tupes et de peser à l'avance, ça m'aide beaucoup aussi. Mais voilà, je donne aussi également des plans alimentaires pour rassurer les patients qui ne mangent pas assez. Souvent, je leur fais un plan en plusieurs étapes pour remonter progressivement vers leurs besoins. Là, peut-être la question que vous vous posez, c'est non, mais il est passé de 1000 calories de déficit à beaucoup. Comment ça se fait qu'il n'a pas pris de poids? Je suis toujours en déficit, je suis toujours en dessous de mon besoin total de maintien de poids. Donc j'aurais beau augmenter, si je suis toujours en dessous, en fait, il ne va rien se passer. Et vous devez faire la même chose si vous ne mangez pas assez, remanger progressivement toujours un petit peu en dessous du besoin de maintien pour commencer, pour vous rassurer et voir qu'on peut manger. Mais en tout cas, il n'y aura pas de prise de poids tant que vous n'êtes pas en excédent calorique. On ne peut pas créer de la matière tant qu'on n'apporte pas suffisamment de matière en fait. Donc voilà, à la rigueur, peut-être un peu plus d'eau, parce que avec le stockage du glycogène, il va y avoir des mouvements d'eau, mais c'est transitoire, on est sur une variation de poids. Mais tant que vous mangez au maintien calorique, soit un tout petit peu en dessous, il ne se passera rien, promis. Vraiment, j'insiste. Bref, le principal point négatif de toute cette expérience, c'est la naissance d'un coach tyrannique. Petite précision, j'ai de la chance. Alors oui, là, on a le droit de le dire. Génétiquement, j'ai une prédisposition à faire du muscle et être réceptif au changement d'alimentation, etc. Donc en général, dès que je fais un truc, j'ai des résultats. Donc ça, c'est chouette, entre guillemets. Mais ça a été l'occasion de revoir apparaître des pensées parasites qui ne me sont pas étrangères. Quoi? Une raclette ce soir? Tu vas gâcher tes résultats? Etc. C'est dingue, en fait, comme c'est facile de se laisser happer. Alors heureusement que j'ai beaucoup travaillé sur moi, encore une fois. Cette raclette était incroyable, le vin aussi. Le lendemain, j'ai poursuivi ma vie, la Terre a continué de tourner et il y a eu toujours des résultats.
La même chose avec le McDo que j'ai mangé, le tacos, les 4 parts de gâteau parce que tous les samedis je vais chez mon grand-père et il y a du gâteau, etc. Les résultats ont été là. Mais par contre, ce coach tyrannique, même si j'ai réussi à le faire taire du côté de la bouffe, il est quand même revenu du côté du sport. Passons justement à ce qui aide à perdre du gras et prendre du muscle, le sport, la musculation. Sachant que on doit faire du sport avant tout pour les bonnes valeurs, se challenger, se faire du bien, la santé mentale, etc. La prise de masse musculaire et tout le reste, la perte de poids, c'est la cerise sur le gâteau, j'ai envie de vous dire, sauf si objectif purement esthétique, de compétition, etc. Où là, l'objectif, c'est la compétition et l'esthétique, etc., etc. Mais le sport doit être fait de façon saine, s'il vous plaît. Voilà. Le sport. Alors j'ai demandé de l'aide à un coach parce que je suis diététicien, chacun sa place, donc je reçois beaucoup de questions sur les entraînements, sur les exercices, etc. Je n'y réponds pas parce que je reste à ma place de diète, je n'y connais rien, honnêtement je suis bêtement ce que mon coach me donne. La seule directive que je lui ai donnée, c'est que je veux renforcer mon dos et mes jambes pour courir mieux et aussi me dessiner un peu le torse parce que suite à mon opération, la gynécomastie, j'en parlerai plus tard. C'est le fait de se faire enlever les glandes mammaires qui étaient un petit peu excessives suite à un problème hormonal à l'adolescence et une prise de poids. Mais en fait, je me suis réveillé, j'étais tout plat. Moi, j'étais persuadé d'avoir des pecs sous les glandes mammaires et le gras, mais en fait, j'avais rien. Et j'aimerais bien être un petit peu dessiné. Voilà, chacun son trip. Alors, pas dans le trip, je veux ressembler à Kevin Miranda. Je veux m'apprécier plus, mais pour le moment, je ressens pas de pression, etc., etc. Donc, c'est plutôt chouette dans ce sens-là. Donc, pour le sport, le coach m'a fait un programme en mode PPL, donc push, pull, leg, c'est-à-dire une séance jambes, une séance tirage et une séance poussage. Bref, une configuration qui permet de travailler un max de groupes musculaires efficacement en 3 séances. Je lui avais dit d'ailleurs que je ferais que 3 séances pour commencer. Et j'étais vraiment persuadé que j'en ferais que 3, plus ma séance de running le samedi, voire une deuxième séance de running le mercredi dans ma journée de consultation, mais honnêtement, j'y arrive pas, je suis trop fatigué. Et résultat, j'en suis à 6 séances par semaine. Voilà, c'est problématique. Alors, c'est pas de la bigorexie comme avant, je vous rassure. La bigorexie, c'est très rapidement l'addiction au sport, mais vraiment maladif. C'est-à-dire que tout tourne autour de ça, que je suis prêt à louper un resto, voire d'annuler une matinée de consultation pour aller à la salle de sport, quitte à mettre en danger mon travail, etc., etc. Ce qui est certain, c'est que le plaisir à la fin de la séance est incroyable, même le plaisir pendant. Ça me pousse à écouter mon corps, à voir des sensations que je ressentais plus, etc. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et ça me manque quand j'y vais pas. Ça me manque de pas bouger, de sortir de chez moi, etc. Et c'est ça peut-être qui rend la chose un petit peu excessive, c'est que je suis tellement resté dans mon canapé à me morfondre chez moi entre mes 4 murs que là, dès que je peux sortir, j'y vais. Et vu que le sport me fait du bien, c'est au sport que je vais. Et le coach tyrannique est souvent là. Si tu y vas pas, tu ne vas pas progresser. Tu sautes déjà une séance. Là aussi, le petit coach, on va lui faire fermer sa gueule. Et c'est ultra important dans mon cas, et dans le vôtre aussi. Mais dans mon cas, je frôle en fait la tendinite du tendon d'Achille. Ça serait quand même con d'aller à la salle pour améliorer la course à pied, mais ne plus pouvoir courir, n'est-ce pas ? Je vous donne un exercice. Prenez une feuille de papier et un stylo. Déjà, première étape, vous allez personnifier ces pensées parasites et dictatrices. Donc moi, voilà, c'est le petit coach tyrannique. Ça peut être le petit Hitler, la connasse, le petit coach, c'est très bien. Ce coach, il est cool. Finalement, il est là tout le temps pour vous faire atteindre vos objectifs. Mais attention, il est prêt à tout. Même à vous donner les mauvais conseils. Ici, dans l'exemple, si tu vas pas faire les jambes, tu vas pas t'améliorer en course. Là, c'est pas judicieux. Pour voir ça, parce que des fois on a du mal à voir que c'est pas judicieux. Pour voir ça, la deuxième étape, ça va être d'écouter ce que votre corps vous raconte. J'ai mal au genou, j'ai le tendon droit qui me fait mal et je suis claqué de ma semaine. Pas besoin de vous préciser que là c'est un risque plus de blessure. Du coup, entre ce que me dit mon coach et ce que me dit mon corps, je fais quoi ? Soit j'y vais et je risque de me blesser et là la course est terminée pour moi pendant un moment. Soit j'y vais pas et je me repose, et je pourrais m'entraîner pour ma course, et je finirai par faire ma course. Le choix le plus judicieux, on est d'accord que c'est le repos avec du recul. Là, quand je donne cet exercice,
à mes patients, beaucoup me disent oui, mais si je commence à m'écouter, je vais plus rien faire. En fait, non. Ça, encore une fois, c'est une pensée. Peut-être du coach, d'ailleurs. Il est partout, celui-ci. Là, on va écouter un troisième élément, c'est nos valeurs. Ça fait partie de mes valeurs. Les valeurs, c'est les choses qui comptent pour nous. Faire cette course, en fait, me challenger, fait partie de mes valeurs. C'est pas la seule du tout, hein. Et c'est une source de motivation pérenne qui a du sens. Donc, ce que je vais me dire, c'est ce soir, je me repose pour épargner mes jambes, etc., pour écouter mon corps. Mais lundi, je retourne à la salle car mon objectif sportif compte aussi. Là, j'ai écouté mon corps et mes valeurs, et c'est mes valeurs qui vont me permettre de ne pas rester à ne plus rien faire chez moi parce qu'il y a un truc qui compte. Cet exercice, vraiment, il marche dans tous les cas de figure, hein. Ok, mon coach me dit que je dois finaliser tous mes dossiers, mais il est 23h, mes yeux se ferment tout seuls, j'arrive plus à me concentrer, j'arrête pour ce soir. Mais demain, j'accélérerai un petit peu parce que ma carrière me tient à cœur. Ok, je mange ce croissant et ce pain au chocolat car ma santé mentale compte et là la restriction n'est pas bonne pour moi. Mais demain, je refais mon petit déjeuner car il est plus optimisé pour ma santé générale. Donc je m'autorise, mais je reste sur ma ligne conductrice, mais en toute bienveillance. Cet exercice permet vraiment de rester flexible, notamment avec ses repas, mais aussi avec le sport, etc. Je vous le conseille vraiment. Revenons au positif. Je me suis jamais senti aussi bien. Niveau estime de soi, c'est incroyable. Je pense que niveau dynamique, vous voyez que je suis en forme sur mes stories. Je dors comme un bébé. Petit point négatif, vu que je suis claqué, je vais me coucher à 21h30, voire 22h grand max pour avoir une vie sociale, c'est pas forcément tip top. D'où le fait de modifier ces habitudes-là parce que je vais pas réussir à les tenir sur du long terme, très clairement. Pour rappel, pour le sommeil, j'avais dû prendre de la mélatonine pour établir le rythme qui était, voilà, je me couchais à 2-3 heures du matin parce que je procrastinais le coucher. Le matin, je me levais à 10-11 heures, etc. Bref, la journée passait trop vite, j'avais aucune motivation et en plus j'avais l'impression de m'être fait rouler dessus par un bus quand j'ai testé la première expérience. Là, cet état, il est vraiment terminé. J'ai de l'énergie, j'ai de la motivation. Le fait de faire mon sport tôt le matin me met vraiment en mouvement et me permet d'être dynamique en début de journée, moi qui est de nature, hein. Très souvent du mal à me mettre en marche le matin, je suis plus de l'après-midi et du soir. Donc c'est plutôt des chouettes changements. Donc ça, je suis vraiment content. Attention quand même, petit disclaimer, je suis bien conscient que c'est pas donné à tout le monde de se lever 2 heures plus tôt. Là aussi, il faut bien vous dire que j'étais vraiment dans le mal et que le fait de rester au lit jusqu'à 10 heures, ça rentre dans mon planning. Là, c'est facile finalement de se lever plus tôt pour y aller. C'est un temps qui est bon pour ma santé. Donc j'ai vraiment cette valeur qui me pousse à le faire. Mais je suis bien conscient que les mamans, les papas, les personnes qui travaillent tôt, qui n'ont pas des horaires flexibles, c'est beaucoup plus difficile. Alors ça doit pas être une excuse, on peut toujours placer une toute petite séance à la maison ou voilà, on peut faire plein de choses. Mais dites-vous bien aussi que je suis à mon compte, que mes horaires, je les fais moi-même. J'ai modifié mon planning alors pour écrire mon 2e livre, mais aussi pour me laisser du temps pour moi. Et c'est facile pour moi. Alors c'est un peu plus difficile de le faire, parce qu'il faut quand même la motivation, mais c'est plus facile qu'une personne qui est salariée, qui a plein de... je suis célibataire, alors j'ai mes entreprises, hein, c'est des bébés aussi, mais je trouve ça plus facile. Bref, ce n'est pas non plus une consigne de faire 6 fois de sport par semaine, c'est même déconseillé de faire ça du jour au lendemain. Là encore une fois, c'est pour l'expérience et ça va pas durer du tout parce que je commence vraiment à avoir mal aux genoux, etc. Donc vous voyez, il y a du bon et du moins bon. Et l'activité physique doit être encadrée déjà. Et encore une fois, j'insiste, se faire progressivement et on peut tout à fait commencer par des étirements, de la marche, etc. Un dernier effet négatif pour la route, j'ai bu 2 verres de vin en février, ça met un petit peu le cadre, c'est tout. J'ai jamais aussi bien mangé, mon bilan hépatique n'est pas ouf du tout. Je dois refaire un bilan à la fin du mois plus une écho peut-être. Première info, on peut bien manger et faire beaucoup de sport et avoir un bilan hépatique de merde. Là, je me sers de cette information pour vous montrer à quel point les préjugés peuvent avoir la vie dure, parce qu'on dit souvent aux personnes grosses qui ne font pas de sport, etc., qu'elles ont un bilan hépatique ou un bilan général de merde.
mes patients ont un meilleur bilan que moi alors qu'ils sont en surpoids et qu'ils sont sédentaires par exemple. Le corps n'est pas le reflet d'un bilan sanguin. Moi je mange parfaitement bien si on prend les règles, je fais du sport tous les jours et pourtant mon bilan sanguin est un peu pourri. Là, on voit bien l'adage, c'est la dose qui fait le poison. Mes transaminases sont très élevées et après avoir fouillé, parce qu'il n'y a pas de prise de médicaments, pas d'excès d'alcool, voilà, je suis pas sous l'aine, 2 verres de vin sur un mois, c'est rien du tout. Mes transaminases sont très élevées et c'est pas normal. Et ça, normalement, on va faire d'autres tests, c'est dû à une activité physique qui est beaucoup trop importante. Comme quoi, les extrêmes ne sont jamais bons. Donc l'objectif pour ma part là, c'est arrêter les expériences extrêmes déjà. Alors tout en poursuivant mes objectifs sportifs, parce que voilà, je mets pas ça en place pour faire des podcasts. J'ai vraiment volonté de faire cette course et d'améliorer mes performances, etc. pour le côté personnel, mais cette fois le faire dans la douceur et écoutez bien le mot qui va suivre, dans le respect de mon corps. Mon corps, j'en ai un. Votre corps, vous en avez un seul. C'est votre vaisseau jusqu'à la fin. C'est votre temple. Donc, il faut en prendre soin. Donc là, mes objectifs vont se poursuivre, mais dans la santé physique et mentale. Et je vous souhaite de faire pareil. Et peut-être de vous faire accompagner, si vous voyez que vous êtes sur une pente un peu glissante, par déjà un médecin pour faire le point et un diététicien et ou un psychologue pour travailler peut-être sur le rapport au sport, le rapport à l'alimentation, etc. J'espère que cet épisode vous a plu. Il était peut-être moins instructif que le premier, mais j'espère que ça vous parlera et prenez soin de vous et à très vite. Bisous.